Dans le combat pour sauver l'avenir de notre planète, la Chine est au cœur de la bataille. Le plus grand émetteur de gaz à effet de serre affronte un nombre incalculable de désastres écologiques. Le pays doit se battre contre les rivières toxiques, l'air pollué, des conditions climatiques extrêmes, la fonte des glaciers et l'avancée des déserts. Il doit aussi gérer l'explosion démographique, synonyme de croissance économique et de pollution. Ici, le changement climatique n'est pas une menace. C'est un fait. Mais depuis peu, la Chine trouve des solutions inventives qui étonnent les autres pays. La Chine place la barre un peu plus haut tous les jours, en termes de vitesse de construction, de quantité, de propreté, d'efficacité. Elle arrive à développer des technologies radicalement nouvelles, en exploitant toutes les voies possibles pour s'attaquer aux problèmes. Ce qui se passe aujourd'hui dans le pays change l'équilibre des pouvoirs au niveau mondial et évitera peut-être la catastrophe climatique. Il se pourrait que cette Chine polluée parvienne à se sauver et épargne ainsi le reste du monde. Pour comprendre l'étendue des problèmes, il faut se souvenir de la taille de la Chine. 1 humain sur 5 y habite. C'est plus que les populations de l'Amérique du Nord et de l'Europe réunies. Les réformes économiques des 30 dernières années ont généré une augmentation rapide de la consommation d'énergie. Toutes les heures, 1800 nouvelles voitures sont construites. 480 tonnes d'ordures sont jetées chaque minute. Et 100 tonnes de charbon sont brûlées toutes les secondes. Mais un Chinois moyen utilise à peine un 1/5 de l'électricité consommée par un Américain. Si tous les Chinois passaient au style de vie des États-Unis, la note énergétique exploserait. Savoir si le monde peut devenir écologique est le plus grand défi actuel, et la Chine est au cœur du problème. Julio Friedman est un éminent scientifique et un expert de la collaboration entre les États-Unis et la Chine pour le développement des énergies propres. Nous ne pourrons pas éviter la catastrophe environnementale, à moins que la Chine ne mette en place une économie verte efficace. Et c'est pour ce partenariat que je me lève chaque matin. C'est la chose la plus importante à faire. Le principal obstacle écologique de la Chine est un ennemi coriace, le charbon. Son industrie est la plus grande et la plus sale du monde. Chaque année, la Chine brûle plus de 3 milliards de tonnes de charbon, soit plus de la moitié de la consommation mondiale. C'est le triple des capacités de production des États-Unis. Les mines de charbon sont donc un pilier économique et un casse-tête environnemental. Le charbon est la colonne vertébrale de l'économie chinoise. C'est 70% de leur énergie. Ils ont les 3e plus grandes réserves du monde après les États-Unis et la Russie. C'est dans leur héritage, ça leur appartient. La combustion du charbon asphyxie les villes chinoises, au même titre que le mercure et d'autres produits toxiques contaminent les rivières et la terre. Plus de 200 millions de Chinois habiteraient dans des villes avec un niveau de pollution alarmant, voire très dangereux. Le charbon, c'est une horreur. Mais c'est bon marché et il y en a plein. La Chine produit désormais un quart des émissions de gaz liées au changement climatique, ce qui augmente la température globale de la Terre. La combustion du charbon est la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Si nous n'arrivons pas à résoudre cette question, nous aurons de vrais problèmes pour la planète et pour l'atmosphère. Mais un changement s'opère de façon inouïe. La Chine construit une nouvelle usine de charbon chaque semaine. Ça sonne comme une mauvaise nouvelle. Pourtant, il y a un aspect positif.
Le bon côté, c'est que ces centrales sont équipées de technologies ultramodernes. Et elles sont bien plus performantes que les vieilles usines polluantes. Jonathan Watts vit et travaille en Chine depuis 8 ans comme journaliste spécialiste de l'environnement. C'est ce qu'on appelle une campagne d'élimination des cheminées. Au lieu d'avoir 20 petites cheminées, vieilles, inefficaces et très polluantes, on en a une seule, très grande, qui surplombe une usine à charbon très rentable. Mais ce n'est pas assez. L'appétit de la Chine pour l'énergie grandit si vite que remplacer les anciennes usines n'arrêtera pas la montée des émissions de carbone. L'efficacité génère des gains, mais ils ne font pas le poids face à l'expansion économique. En 20 ans, les 20 millions d'habitants de Shanghai ont triplé leur consommation d'énergie. Cette centrale à charbon produit assez d'électricité pour répondre à 10% des besoins quotidiens de la mégapole. La combustion du charbon dégage quelques 16 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. L'objectif est que de moins en moins de CO2 s'échappe dans l'atmosphère. C'est une usine comme il n'en existe nulle part ailleurs. Elle utilise le procédé CSC, de capture et stockage du CO2. Ce processus brûle le charbon à des températures extrêmes pour produire de l'énergie. Mais au lieu de libérer le CO2 dans l'atmosphère, il est capturé et stocké. Et ce, pour des usages étonnants. Voici derrière moi le centre de collecte de CO2. Ces deux grosses sphères sont utilisées pour le stockage. Le taux de pureté est de 99,99% et ces réserves serviront à faire de la bière, du soda, de la glace sèche, des extincteurs et de la fumée pour les effets de scène. Extraire le gaz du charbon et le remettre dans les sodas semble être un bon recyclage. Mais il y a encore mieux. Remettre le dioxyde de carbone là d'où il vient. Seulement 1,5% du CO2 de cette usine est utilisé pour le soda et la bière, ce qui en laisse encore beaucoup à recycler. Le reste sera transporté par pipeline et stocké dans des formations géologiques profondes ou dans des vieux champs de pétrole et de gaz. En le remettant là d'où il vient, le CO2 peut être stocké en permanence dans le sol. Il est absorbé par la roche et les eaux salées. Il ne peut donc plus s'échapper dans l'atmosphère. Ces deux procédés font de cette centrale un modèle de haute technologie. La technologie utilisée à Shidongkou paraît être l'une des plus avancées et des moins chères du monde. On dirait qu'ils y ont développé un système d'envergure inégalé. Inégalé, mais pas encore parfait. L'usine de Shanghai laisse toujours s'échapper de l'oxyde d'azote, du mercure et d'autres particules qui polluent les rivières et le sol. Une autre technologie représente le Graal de tous les ingénieurs, pour une centrale qui n'émet quasiment aucun polluant. C'est le CCGI, le cycle combiné à gazéification intégrée. Depuis 10 ans, plusieurs pays font la course pour être les premiers à construire ce genre d'usine à zéro émission. Cette supercentrale, dotée d'une quarantaine de processus uniques, serait 2 fois plus performante qu'un modèle conventionnel. Ce serait un lieu tout en un, qui traiterait son CO2 et ses autres émissions polluantes au même endroit. Ce serait une centrale de capture et stockage du CO2 gonflée aux hormones. Mais au début, la Chine était hors compétition. Il y a 10 ans, les États-Unis ont proposé une idée d'usine, la centrale du futur. Mais cette usine, appelée Futurgen,
est restée à l'état d'ébauche à cause des dépassements de budget. Finalement, les États-Unis ont décidé de ne pas construire la centrale. Mais au même moment, les Chinois ont lancé leur projet appelé GreenGen. La première fois que je suis allé à GreenGen, le GPS situait l'endroit dans l'océan. Parce qu'en fait, il y a seulement 3 ans, le terrain sur lequel est construit GreenGen, c'était de l'eau. Entre-temps, ils ont apporté de la terre et toute la machinerie pour construire une usine de dernière génération, qui fonctionne aujourd'hui. C'est incroyable. Le projet de la centrale chinoise a été lancé en 2005 et elle a été mise en route en août 2011. Les États-Unis, de leur côté, accusent encore du retard. Avec ses usines à zéro émission qui vont être déployées à travers le pays, la Chine distance ses concurrents. Giulio travaille avec la compagnie d'énergie chinoise ENN sur une technologie qui les emmène encore plus loin dans l'expérimentation scientifique. C'est une expérience où la science-fiction rejoint la réalité. Dans une cuve témoin de 10 000 litres d'algues vertes, le docteur Gan, responsable du projet, tente de convertir le charbon sale en un produit sain. Cela paraît fou et étrange, mais il croit que cette plante pourrait nous sauver. Consacrer tout mon temps et mes efforts à ce travail profite non seulement à la compagnie, mais aussi, je l'espère, à l'environnement mondial. Et cela pour avoir une énergie plus propre, une planète un peu plus verte et plus belle. C'est un procédé à couper le souffle. Le CO2 est extrait du charbon brûlé et envoyé dans ces tubes pleins d'algues qui absorbent le dioxyde. ENN a passé des années à chercher le bon type d'algues, celles qui aiment par-dessus tout ingurgiter le CO2 de la fumée de charbon. Ces algues inoffensives peuvent aussi être utilisées comme biocarburant, engrais ou même dans le domaine de la santé. D'après les premiers tests, cette algue offrirait de multiples bienfaits. En 2012, la taille de ce dispositif doit être multipliée par 1600, soit une superficie équivalente à 155 terrains de football. Il se pourrait qu'un jour chaque centrale dispose de ces serres d'algues nettoyantes. Mais le docteur Gan voit encore plus grand. Après avoir fait quelques calculs, nous avons constaté que si nous pouvions couvrir seulement 12% des déserts mondiaux avec des usines à algues, ce serait suffisant pour résoudre tous les problèmes d'émissions de CO2. Ce n'est qu'une théorie, mais elle montre l'ambition de certains scientifiques chinois. Si une technologie de ce genre peut être commercialisée, ses bienfaits et ses profits pourraient s'étendre au reste du globe. En Caroline du Nord, aux États-Unis, Jim Rogers est le PDG de Duke Energy. C'est un partenaire clé de la firme chinoise ENN. Et cette algue est le symbole de leur relation florissante. L'approche de Jim Rogers dans tout cela a véritablement été celle d'un visionnaire. Jim Rogers dirige l'un des plus gros fournisseurs d'électricité américains. Il voit l'essor de la Chine comme une opportunité. La coopération profite aux deux pays. Cela fait avancer les nouvelles technologies plus vite que n'importe où dans le monde. À long terme, cela réduira le coût pour les consommateurs ici, aux États-Unis. Mais le charbon propre n'est qu'un aspect du problème. Ce dont le monde a désespérément besoin, ce sont des énergies renouvelables qui éviteront les conflits pour les ressources fossiles. Harmonie
est un mot à la mode en Chine. Un fabricant prend ce concept au pied de la lettre, avec au menu des aires de musique pour les employés chinois et des postes pour du personnel américain. L'ancienne route de la soie est désormais pavée d'éoliennes, à perte de vue. Si vous conduisez jusqu'en Mongolie intérieure, vous serez certainement pris dans un embouteillage derrière un convoi d'éoliennes. C'est vraiment spectaculaire. Le monde prend conscience de la catastrophe climatique à venir. Il nous faut trouver un moyen de se passer des énergies fossiles. Cette chorale est composée des employés de Goldwind, une entreprise d'éoliennes qui cherche à révolutionner ce secteur industriel. Wu Gang est un PDG motivé. Il encourage la musique et le sport, se rend au travail à vélo et supervise l'essor de l'entreprise. Présente sur tous les continents, la firme est l'un des plus gros fabricants d'éoliennes du monde. De toute évidence, la croissance économique de la Chine va se poursuivre à un bon rythme. Et nous allons avoir besoin de plus en plus d'énergie. Si nous pouvons trouver rapidement des moyens pour remplacer la combustion du charbon par des sources d'énergie renouvelables, nous aurons alors une chance de soulager la pression sur notre environnement. En Chine, l'éolien a explosé. Le pays était le 10e producteur mondial d'éoliennes en 2005. Il est maintenant en tête du marché en termes de production et d'utilisation. Les Chinois sont désormais en tête de la course. Au premier semestre 2011, ce sont eux qui ont le plus augmenté leur capacité éolienne. Le plus grand parc éolien du monde se trouvera dans le nord-ouest de la Chine, dans la province du Gansu. Il sera le premier d'une capacité de 10 gigawatts et 12 fois plus vaste que le plus grand parc actuel situé au Texas. La Chine en construit 7 autres de cette taille. Les récentes éoliennes installées dans ce nouveau parc sont un bon indicateur de la démesure. Elles représentent à elles seules 3 fois plus de capacité que la totalité du parc éolien américain. Xiao Yuan est ingénieur. Il se rend souvent aux 4 coins du pays, en quête d'inspiration pour innover. J'ai étudié l'énergie éolienne à l'université, donc je suis arrivé ici naturellement. Et ce sont les promesses de cette technologie qui me font rester. Comparé au charbon ou au pétrole, c'est propre, c'est nouveau et en pleine expansion. Je travaille ici depuis 5 ans. Chaque année, la compagnie double sa taille. L'industrie éolienne en Chine se développe au même rythme. C'est une voie vraiment exaltante. Ces turbines sont tout simplement gigantesques. Ce sont les pyramides des temps modernes. Dans un coin reculé de la Chine occidentale, Xiao Yuan et son équipe font ce que personne ne pensait possible: dompter le vent. Ils cherchent des moyens de maîtriser les performances de ces éoliennes, de les rendre plus efficaces par tous les temps. Notre plus grand défi est technologique. Heureusement, nos technologies sont parmi les plus avancées du monde. Le secret de leur succès est caché sous le capot. Au lieu d'utiliser des engrenages comme la plupart des turbines, la firme utilise un aimant dont la résistance varie en fonction de la vitesse du vent. Pas d'engrenage, donc pas besoin d'ajouter d'huile pour lubrifier, et bien moins de parties susceptibles de casser. L'entreprise est un des leaders mondiaux de cette technologie.
Ce pourrait être la clé du succès pour fabriquer des engins plus fiables et plus faciles à entretenir. Ici, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de sable. En Mongolie intérieure, le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 35 ou moins 40 degrés. Donc, le fait d'avoir moins de pièces mobiles est un avantage. Cette technologie est moins coûteuse à construire, plus sûre face aux vents violents et moins sujette à la casse par temps extrême. La fabrication de toutes les pièces nécessaires à ces éoliennes et leur transport sur des milliers de kilomètres est une tâche monumentale. Mais les Chinois ne s'en occupent pas seuls. Pour ces éoliennes chinoises, la société utilise des pièces américaines et s'est donc installée aux États-Unis. Le groupe LM fabrique les plus grandes pales d'éoliennes. 150 tonnes d'air s'écrasent sur chaque pale toutes les secondes. Goldwyn achète ces pales. En fait, 50 à 80% des pièces des éoliennes situées aux États-Unis sont construites sur place. Cela veut dire plus d'emplois pour les travailleurs locaux. À moyen terme, le but de Goldwyn est de fabriquer aux États-Unis 80% des turbines destinées au marché américain. Nous avons environ 450 personnes sur ce site. Je suis en charge de Grand Forks dans le Dakota du Nord. Nous sommes l'un des plus gros employeurs de la région. Je représente une belle entreprise et une belle usine pour une belle cause qui compte vraiment pour nous et pour ce pays. Pendant longtemps, les entreprises chinoises ont été accusées de voler des idées et des emplois à l'Occident. Wu Gang a réfléchi à la question. Ces dernières années, nous avons vu de plus en plus d'entreprises américaines venir en Chine. Et nous avons utilisé de nombreuses pièces américaines dans nos éoliennes ici. Dans le même ordre d'idées, nous cherchons des fournisseurs aux États-Unis pour les pièces des éoliennes que nous faisons là-bas. Donc c'est vraiment une histoire de coopération entre nos pays. Une collaboration entre les États-Unis et la Chine qui pourrait aller au-delà du simple intérêt commercial. Les premiers ont montré par exemple que les éoliennes augmentent le flux d'air autour des champs cultivés et pourraient donc les aider à pousser. Des instruments laser détectent l'augmentation du flux d'air. Puis, on voit comment les turbulences du vent peuvent aider à réguler les températures des cultures. Une découverte américaine qui pourrait contribuer à résoudre l'un des grands problèmes de la Chine, la désertification. Le désert de Gobi progresse sur le territoire chinois de plus de 2000 km² par an. La sécheresse, la mauvaise utilisation et la surexploitation des sols en sont les principales causes. Chaque année, le désert se rapproche des grandes villes. Dans le nord-est du pays, dans la province du Jilin, Wang Ping se bat contre le désert avec du raisin. Avant d'être agriculteur, il a travaillé dans une centrale à charbon. Depuis, il a planté 5 hectares de vignes et d'autres cultures au milieu du désert. Il espère transformer le sable en terre et faire repousser l'herbe qui était là autrefois. La première fois que je suis venu, les 180 000 agriculteurs et nomades qui vivaient là ont pris soin de moi pendant 6 ans. 40 ans plus tard, je suis revenu ici et je n'ai vu que le désert. Les prairies avaient complètement disparu. Alors j'ai décidé que j'allais consacrer toute mon énergie et celle d'autres volontaires pour que cette région redevienne une prairie. Je voulais ramener ces jours heureux à ceux qui avaient pris soin de moi il y a si longtemps. La plupart des volontaires sont des étudiants qui quittent la ville pendant les vacances et découvrent ce qu'ils peuvent faire pour empêcher le désert d'avancer. D'après le professeur Wan, le désert atteint maintenant 30 ou 40 mètres de profondeur. Chaque année, il y a de nouvelles tempêtes. Le vent souffle très fort et le sable s'enfonce de plus en plus profondément. Je m'inquiète vraiment pour nos habitations et ce qu'elles deviendront. J'espère que les choses vont s'arranger.
En tout cas, dans notre zone témoin, on voit apparaître de la verdure. Et on va faire en sorte qu'il y en ait davantage. Cet environnement est dû à l'activité humaine. Si nous n'arrêtons pas cette désertification dans l'esprit des gens, nous n'arrêterons jamais la désertification sur le terrain. Wang Ping a accueilli plus de 4000 volontaires au cours des 10 dernières années. Son travail est devenu un modèle écologique international. L'été dernier, des étudiants américains sont venus ici comme volontaires. J'ai demandé à l'un d'entre eux ce qu'il répondrait si, de retour chez lui, on l'interrogeait sur l'utilité de notre modèle face à un problème global. Et cet étudiant a répondu brillamment. Si personne ne commence à agir, comment le reste du monde le pourrait? Wang Ping croit passionnément que le virage vert commence d'abord chez soi. Et c'est exactement ce que fait la révolution verte de la Chine. Elle diffuse des technologies renouvelables à une échelle massive. Du plateau tibétain aux cités grouillantes de la côte Est, des ports glacés du nord de la Chine aux eaux chaudes de Canton, d'étranges toits bleus rendent le pays plus écologique. « 145 millions de mètres carrés de panneaux solaires ont été installés rien qu'en 2009. Depuis, la Chine en est devenue le plus grand utilisateur. La révolution chinoise de l'énergie solaire gagne les régions les plus reculées du pays, comme le désert de Gobi en Mongolie intérieure. Depuis 2001, Yi Latu, un nomade éleveur de chameaux, utilise des panneaux solaires et des éoliennes pour s'éclairer, faire la cuisine et regarder la télévision. Notre mode de vie nomade est respectueux de l'environnement. Nous vivons en pensant à la durabilité. En hiver, nous mangeons à certains endroits et en été dans d'autres. Cela laisse le temps pour la repousse. C'est le style traditionnel des nomades et la façon dont nous vivons encore. L'utilisation des panneaux solaires pour chauffer l'eau et fournir de l'électricité évite de brûler quelques 14,5 millions de tonnes de charbon chaque année. Mais ici, dans le désert de Gobi, la révolution de l'énergie renouvelable fait encore plus que cela. Elle a empêché une tradition nomade de créer un désastre environnemental. Sans électricité, les nomades brûlent arbres et arbustes pour la cuisson et le chauffage. Ils déboisent ces terres fragiles et les transforment en désert. Mais désormais, leurs propres éoliennes et panneaux solaires leur donnent l'énergie dont ils ont besoin pour une vie meilleure. Nous brûlons beaucoup moins de bois désormais. En hiver, nous sommes au chaud, donc nous n'en avons pas besoin. C'est beaucoup plus respectueux de l'environnement. Ce que je préfère depuis que j'ai l'électricité, c'est regarder la télévision, surtout les chaînes de Mongolie intérieure. Nous sommes mongols, alors bien sûr ce sont nos préférés. Tout ce qu'il nous faut, c'est du vent et du soleil. Des plus grandes aux plus petites turbines, des champs de panneaux solaires à ceux qui sont sur les toits, l'énergie renouvelable a fait de profondes percées dans ce vaste pays. Mais la Chine ne peut garantir un avenir vert à moins de relever un défi écologique majeur. Celui de l'extension des villes qui sont les plus polluées du globe. Un quart des villes les plus peuplées au monde se trouvent en Chine. Environ 220 villes chinoises compteront bientôt plus d'1 million d'habitants. Et ces agglomérations vont en s'étendant. D'ici 2015, la moitié des nouveaux bâtiments construits dans le monde le seront en Chine. Et d'ici 2025, l'équivalent de 18 villes de la taille de Paris vont apparaître à travers le pays. Une population 4 fois plus nombreuse que celle de la France se déplacera des campagnes vers les villes. La vitrine de cette bataille environnementale est une vraie mégapole, Chongqing. Sa population équivaut à la moitié de celle de la France, mais sur un territoire 7 fois plus petit.
Chongqing est l'une des villes chinoises les plus remarquables et les plus dynamiques. C'est une cité qui résume tout ce qui se passe en Chine en ce moment. Une croissance très rapide, une population urbaine de plus en plus riche, désireuse de profiter d'un mode de vie occidental, et un flux constant de gens qui viennent de la campagne. Les gratte-ciels sont partout où vous regardez et l'augmentation du trafic est considérable. Avec ces tonnes de problèmes environnementaux, les autorités se sont enfin décidées à faire le ménage. C'est l'une des tâches colossales de la Chine. Et le maire de la ville a le poids d'une nation sur les épaules. La pression sur les ressources comme l'air et l'eau signifie qu'il y a des problèmes massifs de pollution de ce côté-là. L'immense population plus les demandes de l'industrie et du commerce rendent difficiles les économies d'énergie et la réduction des rejets polluants. Même si je sais que c'est un énorme défi, je sais aussi que nous pouvons être à la hauteur. Barbara Finamore travaille pour le groupe américain NRDC, le Conseil de défense des ressources naturelles. Elle partage son expertise avec la ville de Chongqing et d'autres agglomérations chinoises pour lutter contre le changement climatique. Barbara travaille sur les questions environnementales en Chine depuis plus de 15 ans. Si quelqu'un connaît l'ampleur de la tâche qui attend le pays, c'est bien elle. Chongqing compte 32 millions d'habitants. C'est l'une des plus grandes villes du monde. Quand j'y suis arrivée en 1997, il n'y avait pas de voiture du tout. Beaucoup de gens vivaient encore dans la pauvreté. Mais ce Chongqing-là est vraiment différent de celui d'aujourd'hui. Partout où vous allez, vous voyez s'élever de nouveaux bâtiments. Chongqing ne cesse de s'étendre. 500 000 nouveaux migrants y arrivent tous les ans et 6 000 voitures s'y vendent chaque semaine. Durant ces 30 dernières années, le PIB local a connu une croissance de plus de 10% par an. Le besoin d'une énergie propre et durable est énorme. S'engager dans la voie des énergies renouvelables ne va pas sans difficulté. Situé dans une vallée au centre de la Chine, Chongqing n'a pas beaucoup de vent ni de soleil. Mais une ressource naturelle y abonde, l'eau. Et c'est incroyable de voir ce qu'une simple molécule d'H2O peut faire. Le grand théâtre de Chongqing se dresse au confluent de deux fleuves importants. Les urbanistes ont trouvé un moyen d'utiliser les ressources naturelles à leur avantage. Adieu l'air conditionné, bienvenue à la climatisation à l'eau. Cette ressource renouvelable coule aux portes de la ville. En moyenne, en été, le fleuve est plus froid de 15 degrés que la température de l'air. Et en hiver, il est de 3,5 degrés plus chaud. Les ingénieurs détournent l'eau du fleuve dans un échangeur de chaleur qui fournit le chauffage et le refroidissement pour le bâtiment. Diffuser l'eau à travers l'édifice permet d'économiser des quantités incroyables d'énergie toute l'année. De mon point de vue, on n'a qu'un seul essai pour construire une ville. On doit saisir cette occasion pour bâtir une cité à faible émission de carbone, une ville écologique et durable. Nous devons léguer une belle ville à nos enfants. Pour nous, Chongqing est un laboratoire d'innovation. On y développe des énergies et des technologies propres. Le chauffage du grand théâtre par le fleuve est un franc succès, et le plus grand du genre dans le monde. Il est prévu que les habitations bénéficient de cette technologie, ce qui éviterait la combustion de milliers de tonnes de charbon par an. Mais ceci ne résout qu'une partie des problèmes de Chongqing. L'industrie est une source majeure de pollution, un legs de l'histoire locale. Dans les années 1960 et 70, les dirigeants chinois craignaient une attaque aérienne de l'URSS. Ils ont donc donné l'ordre de cacher les usines stratégiques dans les montagnes.
Elles sont devenues le centre industriel du pays. Mais elles ont mal vieilli et ont laissé un air saturé de polluants. Aujourd'hui, ces mêmes usines promettent un avenir plus propre. En 2009, la Chine est devenue le plus grand marché national automobile du monde, avec plus de 35 000 voitures vendues par jour. Chongqing est la capitale chinoise de l'automobile. Et ces deux grands constructeurs montrent la voie dans le domaine de l'éco-conception. Tous les nouveaux taxis et les bus de Chongqing fonctionnent au gaz naturel comprimé, une alternative écologique à l'essence. Mais il est question de passer à l'échelle supérieure avec le tout électrique. Notre environnement est principalement pollué par les rejets des véhicules équipés de moteurs à combustion. À terme, le marché n'autorisera que des véhicules 100% électriques. Les voitures hybrides ne seront là que pour dépanner. Les 50 bornes de recharge passeront au nombre de 1000 d'ici 2015. Elles pousseront comme des champignons dans toute la ville et dans tout le pays. La Chine a déjà planifié l'installation de 100 millions de stations de recharge d'ici à 2020. Construire des voitures écologiques est un défi. Mais faire en sorte que les gens ne prennent plus la route et utilisent les transports publics en est un autre. La ville est en cours de transformation. Un réseau ferroviaire léger se façonne à une vitesse étonnante. Londres s'est équipé de métro dès 1863, Paris en 1900 et New York en 1904. Chongqing construit un système plus vaste que n'importe lequel d'entre eux en seulement 20 ans. Zhang Leiji a conçu le système de train léger sur rail local. Et il en est fier. Avec le rail, la consommation d'énergie par personne est très faible et il n'y a aucune émission polluante. Ça aide à l'amélioration de la qualité de l'air de Chongqing. L'ampleur des constructions à venir est impressionnante. Les urbanistes doivent agir rapidement. Les transports publics acheminent actuellement 130 000 personnes par jour. Mais d'ici à 2020, il va falloir passer à 10 millions. Le défi revient à déplacer tous les jours plus de 30% de la population de Chongqing. Il faut donc un équipement solide. Cette machine à forer des tunnels perce les montagnes à une cadence de 30 mètres par jour, non-stop. Cette ligne de métro léger s'arrête à plus de 30 km en dehors de la ville. C'est ici que se trouve le vrai chantier pour que le tunnel débouche au cœur de la cité. Un monstre broyeur y fait un trou assez grand pour qu'un train y circule facilement. À l'avant, la tête coupante tourne et déblaye la terre et la roche. Les ouvriers chargent les décombres dans de grands conteneurs, puis positionnent les plaques pour renforcer les murs. Quand nous aurons terminé, la prochaine génération jouira d'un environnement propre. Et vous verrez que le ciel redeviendra bleu. À Chongqing, même la bière est verte. La brasserie locale agit à sa façon pour l'environnement. 4,5 millions de bouteilles sortent de cette usine chaque jour. Liu Qi,
est chargé de rendre la bière écologique. Il se sert de la vapeur issue du processus de fabrication pour alimenter l'usine. De cette façon, il économise de grandes quantités d'électricité. Selon lui, le taux d'économie d'énergie pour l'ensemble de l'usine atteint les 92%. On peut recycler tous les déchets d'énergie de la brasserie. On les utilise entre autres pour chauffer et refroidir les systèmes. Tout le monde y gagne. Mais pour les écologistes, la guerre contre le changement climatique est comme toutes les guerres. Il ne s'agit pas seulement d'une question matérielle. Il faut aussi gagner les cœurs et les esprits. Pour que des villes comme Chongqing atteignent leurs objectifs, il faut bien sûr investir dans des équipements modernes et des structures performantes. Mais il faut aussi s'intéresser à l'attitude des gens, à l'esprit des étudiants, des travailleurs, des enfants. Dans une banlieue de Chongqing, un autre partenariat entre les États-Unis et la Chine témoigne de leurs préoccupations communes pour l'avenir. Afin de parvenir à un développement durable réel dans n'importe quel pays, les jeunes doivent aller de l'avant. Et ils le font. Mon nom est Long Junchi. Je suis élève de la classe 2 dans l'école primaire de Xinshintai. Bâtie par les États-Unis et la Chine, l'école bénéficie des réflexions écologiques les plus avancées des deux pays. C'est une école novatrice, avec une piste suspendue et une ferme cultivée par les élèves. C'est aussi un centre éducatif où sont enseignées des théories écologiques innovantes à des enfants de l'école élémentaire. Le concept de protection de l'environnement est encore relativement nouveau pour nous. Et c'est toujours un peu abstrait pour les enfants. Nous prenons des cours d'écologie. Les professeurs nous disent de protéger l'environnement, par exemple en économisant le papier. En Chine, la sauvegarde environnementale, le développement durable et le changement climatique sont au programme de chaque écolier. J'essaie d'utiliser moins de choses jetables, moins de gobelets en papier, moins de baguettes et toutes ces choses-là. Quand je rentre chez moi, je parle de la protection de l'environnement avec ma famille et mes voisins. En enseignant aux enfants, j'espère influencer un large groupe de personnes. Je veux leur faire prendre conscience de l'importance de la protection de notre école et de notre environnement. À Chongqing, comme partout, les jeunes sont la clé de l'avenir de notre planète. Mais de tous les défis écologiques que ces enfants affrontent, le plus grand sera de préserver suffisamment d'eau potable. La Chine est au bord de la crise. C'est une question de survie. Sans eau propre et abondante, la Chine est condamnée. Un homme prétend avoir la réponse à cette terrible menace. Il veut partager sa méthode, qu'il appelle Grand Pied, avec le reste du monde. Aujourd'hui, la Chine riposte aux dégâts écologiques avec des technologies de pointe. Des turbines stockent de l'électricité à l'aide du vent. Des algues transforment le charbon noir en or vert. Et des raisins retiennent le désert. Mais un danger imminent terrifie les experts les plus optimistes. La Chine est à court d'eau, car la majorité des fleuves ou points d'eau est trop polluée pour être utilisée. Le plus grand défi que la Chine doit relever est l'eau, la pénurie d'eau et de vrais problèmes de qualité de l'eau à cause de la pollution. Ils ont d'énormes problèmes de pollution dans les rivières et les lacs, avec de l'empoisonnement au mercure et tout le reste. Toutes sortes de problèmes. Pour la Chine, c'est l'ultime combat. Le pays abrite 22% de la population mondiale, mais seulement 7% des réserves d'eau douce. Pire,
L'industrialisation rapide a contaminé 70% des cours d'eau chinois. Cette double catastrophe de pénurie et de pollution de l'eau engendre des maladies, des migrations forcées et la sécheresse. Si rien n'est fait, les grandes villes comme Pékin pourraient être totalement dépourvues d'eau d'ici à 2050. La Chine a désespérément besoin d'une solution à ces problèmes apocalyptiques. Et elle en a peut-être trouvé une. Une solution qui pourrait aussi intéresser le reste du monde. Sur le fleuve Mississippi, aux États-Unis, la ville de Minneapolis organise un concours international. Le but est de trouver le meilleur moyen de transformer un tronçon de 8,5 km d'une berge vétuste en une oasis de verdure urbaine. La ville est prête à dépenser 800 millions d'euros sur 5 ans. Parmi les propositions, un projet chinois imagine de remplacer le béton des berges par des plages de sable avec des allées aériennes le long du fleuve. L'industrie locale agirait en harmonie avec la nature. L'homme qui est à l'origine de ce projet est Yu Kongjian, un architecte paysagiste. Sa philosophie typiquement chinoise pourrait bien déclencher une tempête. Tour à tour philosophe, éco-architecte, homme du peuple, pour lui, tout tient en 2 mots. Grand pied. Dans la ville que j'ai décrite aujourd'hui, tout est artificiel. Tous les fleuves sont canalisés dans du béton. Nous sacrifions les capacités de la nature. Yu Kongjian pense que la réponse est de se rapprocher d'un fermier au grand pied plutôt que d'un citadin sophistiqué. Il croit que nous avons tout à gagner à laisser les ressources naturelles suivre leur cours, au lieu de forcer la nature à cadrer artificiellement avec notre mode de vie moderne. Les grands pieds, ce sont les pieds d'un fermier ou ceux d'une fille de paysan. C'est une question de survie. Comment rendre l'eau utilisable, mais en même temps garder un système d'eau durable? En d'autres termes, comment utiliser la nature pour la nettoyer? Yu Kongjian a appliqué sa philosophie des grands pieds pour assainir les cours d'eau pollués de Chine, comme à Shanghai. La rivière est fortement contaminée. On ne peut même pas y toucher. Nous avons donc essayé d'utiliser ce paysage pour nettoyer l'eau. Ce procédé naturel est conçu pour traiter une eau très polluée et la transformer en eau de baignade. Le principe est simple. L'eau de la rivière s'oxyde à travers une cascade, puis les plantes la filtrent naturellement, enlèvent les métaux lourds, l'azote et le CO2. Un parfait exemple de nature qui suit son cours. Ce petit bout d'essai nettoie déjà un bassin de taille olympique chaque jour, et pas seulement pour le bénéfice de l'homme. Nous trouvons déjà 37 nouvelles espèces d'oiseaux qui viennent à cet endroit. Des tortues, des grenouilles, des poissons et toutes sortes d'animaux sauvages. À Pékin, l'équipe met la touche finale à sa proposition pour le projet du Mississippi. Sur les 55 inscriptions issues de 14 pays, le projet de Yu Kongjian est le seul non-américain à arriver en demi-finale. Maintenant, après plus de 1000 projets dans 130 villes chinoises, il se prépare pour l'une des épreuves les plus difficiles de sa carrière. J'ai rencontré le Dr Yu plusieurs fois. Ce qui m'impressionne le plus dans son travail, c'est sa manière d'amener les gens à transformer leur point de vue pour qu'ils soient prêts à faire ces changements. Aujourd'hui, Yu Kongjian va tenter d'exporter son projet aux États-Unis. Le jour de la présentation est arrivé. Je suis Yu Kongjian, le designer chargé de ce projet. Éteignez les lumières, s'il vous plaît.
Yu Congjian continue de propager sa pensée durable à travers la Chine et le reste du monde. Comme tous les pionniers, il fait preuve d'innovation. Ses idées font voler en éclats la pensée conventionnelle, s'étendent au-delà des frontières et les abolissent. Ce n'est pas avec de grands barrages et de grands bâtiments que nous devons montrer au monde notre puissance. Les Chinois peuvent être respectés s'ils rendent la vie plus verte. Mon vœu pour l'avenir, c'est que tout le monde en Chine puisse vivre dans un pays d'air pur et d'eau potable. C'est un grand défi. Je pense que la Chine peut le relever. Il n'y a pas un instant à perdre. Après des décennies de catastrophes écologiques, la Chine est enfermée dans une lutte sans merci contre le changement climatique. Et elle compte, entre autres, sur les États-Unis pour la rejoindre dans ce combat. Je ne pense pas que le monde puisse être sauvé sans la Chine. Nous sommes vraiment dépendants. Je pense que la Chine est en prise avec le reste du monde d'une manière intégrale. C'est un effort considérable pour repousser les frontières de la science énergétique et de la vie écologique. Et cela influencera le sort de l'humanité. Si la Chine réussit, d'autres suivront. Si elle échoue, nous en subirons tous les conséquences. Le combat pour l'avenir de notre planète ne fait que commencer.